Alors, je réclame la paternité du terme clochardisation, puisque c'est moi qui l'ai employé en premier dans un communiqué, et ensuite Jean-Jacques Urvoas, pour lequel j'ai une grande estime, l'a repris à son compte. Tant mieux. C'est un terme qui veut effectivement provoquer une prise de conscience. Je suis ce débat depuis de très nombreuses années et j'ai assisté à cette longue descente aux enfers d'une justice parent pauvre, des pouvoirs publics manquant de moyens terribles et incapable de faire face à l'inflation des contentieux, notamment en matière pénale. Donc c'est un vaste chantier pour un garde des Sceaux qui veut vraiment s'y attaquer, de façon à ce que les peines prononcées effectivement soient effectivement exécutées, ce qui n'est pas le cas. Vous le savez, il y a à peu près 100 000 peines aujourd'hui de prison qui sont en attente d'exécution. Une grande partie ne le sera jamais. On parle même de numerus clausus dans la bouche du contrôleur général des prisons, Mme Abdinazan, ce qui serait vraiment unique en Europe. C'est-à-dire, on n'incarcère que quand une place se libère, une sorte de gestion hôtelière des prisons. Non, il faut un programme de construction de prisons, nous mettre aux normes européennes, il faut construire au moins 20 000 places de prison. Il faut que les peines soient exécutées, qu'ensuite il y ait un aménagement de peine. C'est normal, nous sommes dans un système d'individualisation des peines, il faut tenir compte des efforts de réinsertion. Mais qu'une peine ab initio soit transformée par un juge d'exécution des peines, c'est remettre en cause l'autorité de la chose jugée. Donc il faut en revenir aux fondamentaux, une peine prononcée, une peine exécutée. Moi, je crois en la valeur dissuasive et également de réinsertion de la peine. Je ne suis pas de ceux qui pensent que la prison est l'école du crime. Vous avez en gros deux visions. Celle de Mme Taubira, qui consiste à dire la prison c'est mauvais, donc j'invente autre chose, la contrainte pénale, c'est-à-dire la prison hors les murs. Et puis je fais bénéficier tous les délinquants, y compris les récidivistes, des peines automatiques, des réductions de peine automatiques. Bon. Ça, c'est un aveu de faiblesse et c'est un encouragement à la délinquance. Vous savez, quand un trafiquant de drogue dans des quartiers, des cités de non-droit, sait qu'il encourt comme peine un stage professionnel, vous ne le dissuaderez pas de poursuivre dans sa délinquance. Il y a une autre vision de la société, une autre vision de l'homme, je dirais, c'est celle qui consiste à mettre en avant le libre arbitre. L'individu est libre de commettre des actes de délinquance ou de vivre normalement dans une société, même s'il peut avoir des excuses par ailleurs, atténuantes de responsabilité, il n'en demeure pas moins qu'il est responsable de ses actes. Et donc la punition, elle a un sens. La prison, elle a un sens. Et je pense qu'il faut en revenir encore une fois à des principes qui sont connus depuis le XIXe siècle. Tout individu qui enfreint la loi doit subir le châtiment de la société, tout simplement. Et une politique pénale, elle repose sur ces deux piliers, la prévention et la répression. Si vous faites que de la prévention, ça ne marche pas. Si vous faites que de la répression, ça n'a pas de sens. Mais il faut que la répression, elle s'applique à un certain moment si la prévention a échoué. C'est un sujet essentiel. La délinquance des mineurs de plus en plus grave, des mineurs de plus en plus jeunes, des bandes structurées, n'a fait qu'augmenter. On estime à peu près à 20%, un crime ou délit sur 5 est le fait d'un mineur. C'est pour vous dire l'importance de ce sujet. Toutes les politiques ont échoué. Donc il faut, à mon sens, refondre totalement, abroger, je dirais même, l'ordonnance du 2 février 1945, qui ne correspond plus du tout à l'état de notre société aujourd'hui, même si elle a été modifiée, je crois, à 60 reprises. C'est pour vous dire à quel point elle avait besoin de subir des liftings. Mais aujourd'hui, il faut remettre à plat cette ordonnance. Je crois que l'une des solutions passerait, à mon avis, par la séparation très claire entre la fonction de juge des enfants pour tout ce qui relève d'assistance éducative, de la protection du mineur en danger, et la fonction de juge des mineurs qui sanctionne. Comme c'est le même magistrat actuellement, c'est très difficile pour le même magistrat de tirer l'échec de sa politique d'assistance éducative, d'y mettre un terme et de prononcer des peines.
Donc il faut aller vers cette séparation des fonctions du juge des enfants et du juge des mineurs, dans le cadre d'une refonte totale de la délinquance des mineurs, avec un code des mineurs, avec une augmentation des centres éducatifs fermés, qui est la dernière phase avant l'emprisonnement, créer des établissements pour mineurs pénitentiaires, il n'y en a pas suffisamment, pour éviter effectivement cette porosité entre les mineurs et les majeurs, surtout que nous avons aujourd'hui affaire à un phénomène de radicalisation. Je l'ai vu moi-même à Fleury-Mérogis, à Fresnes, il n'y a pas de véritable étanchéité entre les détenus radicalisés et le reste de la population pénale. Qui détient la légitimité? C'est l'élu, qui a une légitimité issue du suffrage universel. Le juge n'a pas cette légitimité. Le juge a une sorte de légitimité dérivée. Il doit appliquer la loi. Il ne doit pas s'impliquer dans le processus législatif et encore moins contester la loi. Or, c'est vrai qu'il y a eu ce noyautage de l'institution judiciaire par un clan, le syndicat magistrature, né sur les barricades encore fumantes aujourd'hui de 68, imprégné de cette idéologie qui consiste à dire, je cite entre guillemets, c'est des propos qui ont été tenus lors de congrès syndicaux, juger est un acte politique. On assume cela. On considère que le fait de juger, c'est déjà s'immiscer dans le débat de société, débat de politique. À partir de là, on assiste à une dérive où le juge veut se substituer, c'est le fantasme du gouvernement des juges, etc. C'est de là que le citoyen perd confiance en sa justice parce qu'il a une justice politisée. Et l'illustration caricaturale a été la fameuse affaire du mur des cons, du syndicat magistrature, qui a fait beaucoup de mal à l'image de la justice. Je ne suis pas pour supprimer les syndicats de magistrats, il faut que les syndicats s'intéressent aux problèmes d'ordre professionnel de la magistrature, défendent aussi leur indépendance, mais ne doivent pas aller au-delà de ce que prévoit l'obligation de réserve statutairement. Et j'attends toujours le garde des Sceaux qui viendra effectivement rappeler ces obligations de réserve au syndicat de magistrature. Je ne sais pas si l'actuel garde des Sceaux, François Bayrou, aura la volonté de remettre les choses dans l'ordre. Je le souhaite qu'il réussisse, mais j'ai quelques doutes. La création de salles de shoot a été une erreur sous le gouvernement de François Hollande. D'ailleurs, dans les pays où cette expérience a été tentée, ça a été un échec. Ça ne fait pas reculer le nombre de toxicomanes. Aller vers une légalisation, une dépénalisation même, j'y suis très hostile. Très hostile parce qu'il faut conserver l'interdit, sans quoi vous aurez des populations nouvelles qui se livreront à l'usage de stupéfiants. Je ne suis pas non plus pour une répression disproportionnée. J'ai été spécialisé moi-même dans les stupéfiants quand j'étais juge d'instruction. Je ne pense pas avoir incarcéré un seul usager de stupéfiants. Je pense que l'usage doit être traité de manière intelligente, avec l'injonction thérapeutique, avec une prise en charge. C'est le trafic contre lequel il faut lutter. Mais ceux qui se persuadent qu'en dépénalisant ou en légalisant, pire encore, c'est-à-dire en mettant en vente libre finalement, ces produits stupéfiants vont faire tomber et détruire ces réseaux de trafiquants, ils se leurrent complètement. Les trafiquants ne vont pas laisser partir un marché extrêmement lucratif. Ils remettront sur le marché des produits encore plus toxiques et encore plus dangereux pour la santé. Donc il ne faut pas avoir une politique, je dirais, munichoise où on cède devant le trafiquant. Il faut au contraire augmenter les moyens de lutte contre le trafic et garder l'interdit pour éviter aux jeunes notamment d'avoir accès à ces produits stupéfiants. Quand j'étais spécialisé en juge d'instruction, il y avait l'association APUS et d'autres, on avait des contacts, magistrats, enquêteurs de police, éducateurs, milieu associatif, où on travaillait sur chaque cas individuellement de prise en charge, où j'adaptais mon contrôle judiciaire en fonction de l'évolution du toxicomane. Donc ce travail associatif est très important, il doit effectivement être soutenu fortement par les pouvoirs publics, ce qui ne veut pas dire qu'on accepte une forme de tolérance aux produits stupéfiants. Il faut prendre en compte le fait que le toxicomane est à la fois un délinquant mais aussi un malade, un patient, il a besoin de soins.
Donc c'est cette dualité qu'il faut prendre en charge intelligemment, encore une fois. Il ne faut pas que la répression interrompe un parcours de soins. Il ne faut pas non plus qu'un parcours de soins ne soit pas sans qu'il y ait, je dirais, une épée de Damoclès sur le toxicomane qui sait que s'il ne fait pas les efforts nécessaires pour sortir de l'usage de stupéfiants, il risque d'avoir des contraintes judiciaires. Donc, tout cela est un jeu un peu subtil, je dirais, mais qui nécessite en tout cas qu'il y ait un travail en partenariat, on peut dire, entre le milieu associatif et les pouvoirs publics. Toujours observé avec beaucoup de tristesse que la victime était souvent doublement victime. Victime de l'auteur d'infraction et victime d'une insuffisante prise en compte par l'institution judiciaire. On est dans une société où on a tendance un peu, malheureusement, à glorifier le crime. Je demande souvent de me citer le nom d'une victime de Guy Georges ou de Fourniret. Ce sont des noms qui ont disparu. Et vous verrez que les victimes du terrorisme aussi, on ne se souviendra pas. Par contre, on se souviendra longtemps de Francis Aulbe, de Fourniret, de Guy Georges, d'Abdelhamid Abaoud, de Salah Abdeslam. Voyez-vous, on est une société qui glorifie le crime. Il y avait même un livre de Maître Vergès, La beauté du crime, vous vous souvenez. Donc je pense que la victime doit être beaucoup mieux considérée, ne pas rester sur un strapontin, et qu'elle puisse être entendue, aidée, accès au droit, à l'aide judiciaire, à l'avocat, à la procédure, être informée depuis l'enquête de police, depuis les gardes à vue, être informée de tout le processus judiciaire. Et alors, vous parlez de cette phase de l'enquête, la garde à vue. Est-ce que, selon vous, la victime devrait bénéficier de l'assistance d'un avocat lorsqu'elle dépose plainte, lorsqu'elle est auditionnée devant les policiers, c'est-à-dire avant l'ouverture d'une instruction, là où aujourd'hui elle n'a le droit à l'assistance d'un avocat uniquement dans les hypothèses de confrontation, cette phase d'enquête? Est-ce que vous êtes favorable à un élargissement de ce droit à l'assistance d'un avocat pour la victime? C'est une question qui relève du barreau aussi. Pourquoi une victime aurait moins de droits que l'auteur d'une infraction? Il faut équilibrer les choses. Être victime, c'est une souffrance. Quelquefois, les victimes vont garder un syndrome ou un traumatisme très longtemps. On pense notamment aux agressions physiques. Elles ont donc besoin d'une aide. Pas uniquement une aide psychologique ou sociale, mais une aide juridique. La victime doit avoir autant de droits, sinon plus, que l'auteur de l'infraction. Écoutez, moi je vous parle d'expérience en tant que aussi magistrat. Je connais la position de l'Institut sur ces questions-là. Je vous dis très franchement, je ne le partage pas. Je ne pense pas qu'il faille donner un droit d'appel aux victimes dans un procès pénal. Je m'explique. La sanction, elle est prononcée à la demande du représentant du ministère public, l'avocat général, au nom de la société. C'est une réparation. La punition, la sanction, c'est une réparation aux troubles que l'infraction a occasionné à l'ensemble du corps social, à la société. Et d'ailleurs, la partie civile en cour d'assises ne réclame pas de peine, elle réclame des dommages-intérêts. Donc moi, je ne suis pas certain, pas du tout même, qu'il soit de bonne opportunité de donner un droit d'appel aux victimes, parce que c'est leur donner en plus une responsabilité qui n'est pas la leur, la sanction. Par contre, il faut vraiment élargir la place de la victime dans le procès pénal, qui est encore insuffisante. Et pour ce qui concerne les remises en liberté, je pense qu'il est bon, effectivement, que la victime, par exemple la victime d'un viol, puisse donner son avis, savoir aussi ce qu'il en est, parce qu'elle doit prendre peut-être des précautions, ne pas croiser un jour ou l'autre son agresseur sans qu'elle le sache. Donc de ce point de vue-là, c'est une avancée importante. Mais pour le droit d'appel, je ne pense pas que ce soit conforme à notre tradition et à l'intérêt même des victimes. Ouais, je suis toujours pour la transparence en matière de décision de justice, donc je suis toujours pour la motivation. Je milite notamment pour que les arrêts de cour d'assises soient complètement motivés, ce qui n'est pas le cas encore aujourd'hui. Que le parquet général,
qui avait requis une peine qu'il n'obtient pas avec un acquittement, s'il ne fait pas appel, il faut effectivement qu'il en donne les motifs. Et ça serait une manière pour la victime d'être informée du pourquoi on se contente d'un acquittement, ce qui veut dire qu'il n'y a pas eu d'infraction, ça veut dire qu'il n'y a pas de victime, en réalité. Alors il faudrait imaginer une procédure, peut-être effectivement, de saisine d'une juridiction supérieure, ou peut-être même au niveau du parquet général de la Cour de cassation, je ne sais pas, enfin il y a plusieurs procédures possibles, de façon à contester cette décision. Mais encore une fois, moi je pense que ce droit d'appel doit rester au représentant du ministère public. Les 40 propositions que nous avons formulées avec la commission d'enquête, elles sont pratiquement toutes aujourd'hui réalisées, ce qui est une grande satisfaction pour moi. J'ai même eu l'occasion de m'entretenir avec le président de la République, François Hollande, en particulier à l'Élysée, avec Sébastien Pietrasanta, le rapporteur. Il reste néanmoins une réforme absolument indispensable, qui est la réforme du renseignement français et européen, pour une meilleure coordination du renseignement, qui est encore défaillant aujourd'hui, à mon sens. D'ailleurs, le président de la République a reconnu aussi qu'il y a la nécessité de mieux coordonner, de créer un véritable coordonnateur du renseignement, un peu sur le modèle américain du DNI, qui n'existe pas chez nous. Moi, j'ai une grande déception aujourd'hui, à l'annonce du nouveau gouvernement, c'est la suppression du secrétariat d'État chargé des victimes. Et c'était l'une de nos 40 préconisations, de pérenniser ce secrétariat d'État chargé des victimes. Et reconnaissons à Juliette Miadel, qui a occupé cette fonction, le mérite d'un travail très important qui a été fait et qui a donné satisfaction aux victimes. Donc je trouve très dommageable que ce secrétariat d'État ait disparu. Alors est-ce qu'il réapparaîtra sous quelque autre forme? Mais enfin, c'était symboliquement déjà quelque chose d'important d'avoir un ministère consacré aux victimes. Je souhaite leur dire que mon combat pour la justice est un combat difficile que je mène depuis très longtemps, au sein même de la magistrature, aujourd'hui en tant que parlementaire. Je rêve, moi, d'une justice qui soit, comme vous l'avez dit dans votre propos introductif, totalement indépendante. Totalement indépendante. Je suis pour une réforme à nouveau du Conseil supérieur de la magistrature. Je voudrais une justice qui soit beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus transparente, moins secrète. Je rêve d'une justice qui fonctionne avec des moyens, évidemment, et puis de recentrer les missions du juge sur ce qui est la fonction de juger. Aujourd'hui, un juge est devenu un peu un super éducateur, une super assistante sociale, il se mêle un peu de tous les maux de la société. Si le juge se consacrait à sa mission, c'est-à-dire rendre la justice, on aurait des décisions de plus grande qualité et dans des délais plus courts. Voilà. Donc moi je leur dis, à tous vos adhérents, je partage leurs souhaits sur une grande réforme de la justice que j'appelle de mes voeux. C'est un long combat. La justice, c'est sans doute le mystère le plus difficile. D'ailleurs, la justice est une vertu. Hein. C'est quelque chose qui nous rassemble et qui est vraiment le pilier de la société. S'il y a encore un grand corps d'État qui tient debout, dans lequel on a confiance, parce qu'on a confiance au juge. On voit bien que l'institution elle-même dysfonctionne par manque de moyens, par syndicalisation politisée à outrance, mais d'une manière générale, les citoyens, les Français ont confiance en leur juge. Ce qu'il faut, c'est remettre l'institution judiciaire à sa véritable place, qui est le troisième pouvoir institutionnel. Merci beaucoup, monsieur le député. Merci à vous.